attaquer tout de suite parce que je dois essayer de pas dépasser pour mon ami Romain qui suit. Du coup, donc si vous vous êtes pas trompé, Gutenberg c'est en haut, ici c'est contribution au corps. Donc, vous pouvez encore y aller. Je suis ravi que la salle soit un petit peu remplie parce que c'est un sujet qui n'est pas non plus le sujet le plus sexy de la Terre, à mon grand dame d'ailleurs. Du coup, comprendre le cœur et y contribuer, sachant que l'objectif ici c'est aussi pour vendre le truc, hein, évidemment, c'est de montrer qu'en tant que professionnel, du coup, ça apporte énormément de choses, de contribuer. Présentation rapide, du coup, je m'appelle JB. Comme tout le monde ici, j'adore WordPress. J'ai du coup co-dirigé la version mineure qui est sortie au début du mois, WordPress 4.9.5. Je suis directeur technique à l'agence Woodonit, une agence WordPress, full remote. Du coup, qu'est-ce qui est intéressant, ça on s'en fout. Ah oui, voilà, je suis aussi organisateur du meet-up Dromardèche, avec Rachel qui est là et Jean-Bernard qui est allé voir Gutenberg. Sympa, le copain. C'est pas loin de Lyon, on est super sympa, il y a 1 heure de route, donc si vous êtes lyonnais, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou, et puis on va fêter les 15 ans de WordPress, du coup, avec un petit pique-nique fin mai, donc voilà, n'hésitez pas à passer faire coucou. Du coup, on va faire un comment, pourquoi, quand, où, etc. Parce que répondre à ces questions, c'est facile pour faire des slides. Donc du coup, je suis parti là-dessus. Alors, avant de poursuivre, je vous propose de faire une introduction sur comment ça fonctionne, en fait, WordPress, au niveau du noyau, et en fait, au niveau des mises à jour, etc. Donc tout ce qu'on connaît, évidemment, parce qu'on met à jour son WordPress, etc. Mais qui est un peu la boîte noire pour la plupart, peut-être, d'entre vous. Et l'objectif, c'est de commencer par ça, donc vous montrer comment ça fonctionne. Et pour vous montrer comment ça fonctionne, il faut déjà parler des gens qui sont derrière. Et les gens qui sont derrière, il y en a plein. Et donc, je commence avec comment fonctionne le leadership dans WordPress. Il faut savoir que le leadership, même si on a tous en tête Automatic, Matt Mullenweg, etc., le leadership, en fait, il est principalement composé de plusieurs dizaines de personnes qui ne sont pas du tout ces gens de Automatic qui auraient un grand pouvoir sur l'écosystème WordPress, etc. En tout cas, beaucoup moins que ce qu'on pense. D'abord, il y a les lead développeurs. Donc là, on a 6 personnes. Dans ces lead développeurs, du coup, il y a Matt et 5 autres personnes. Et ces lead développeurs, en fait, ils développent plus énormément dans WordPress. Ils vont pas énormément balancer de code dans WordPress aujourd'hui. C'est des gens qui sont là historiquement. Et aujourd'hui, ils sont là pourquoi? Ils sont là pour insuffler une vision à long terme, en fait. Pour réfléchir à une stratégie, comment WordPress peut se positionner par rapport à d'autres CMS, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment des gens qui sont garants de la cohérence du projet pour que le projet ne parte pas dans tous les sens. Vu qu'on est dans l'open source et qu'il y a beaucoup de contributeurs, justement ça peut être compliqué parfois de gérer tout ça. Et il faut que j'accélère. Ensuite on a dans une deuxième strate du coup les core committers. Les core committers, c'est les gens qui ont le droit d'envoyer du code dans WordPress, d'intégrer du code dans WordPress. C'est-à-dire qu'ils vont prendre un bout de code, par exemple qu'ils vont trouver sur votre blog parce que votre bout de code est génial, ils vont le prendre et ils vont le mettre dans WordPress. C'est pas exactement comme ça que ça marche, mais c'est pour simplifier. Ces gens-là, du coup, il y en a une grosse trentaine, et c'est les seules personnes qui ont un accès, du coup, directement pour intégrer du code. Ok? Donc c'est ce qu'on appelle un accès commit. Il y a des gens qui sont... vous connaissez à peu près les principes du versionning, commit, tout ça, etc. Bon, en gros, c'est les gens qui ont le droit de mettre du code dans WordPress. Ensuite, on a ce qu'on appelle le mission control, comme à la NASA. Mission Control, vous me recevez? Houston, on a un problème, la release a foiré. Voilà, donc Mission Control, en fait, c'est le contrôle de mission. C'est les gens qui vont déclencher les auto-updates. Donc, qui vont dire, ok, on sort une nouvelle version, on va la balancer sur 30% du web. Et on va faire que tout se passe à peu près bien, si possible. Par rapport à ça, ils font, en fait, c'est les mêmes personnes, à peu près les doigts d'une main, qui s'occupent aussi de la sécurité. Et donc ça, c'est très peu de personnes parce que la sécurité, c'est quand même assez critique. Quand on a une faille de sécurité, en fait, la faille de sécurité, elle ne va pas faire l'objet d'un patch du genre « j'ai trouvé une faille de sécurité, il faut la corriger ». Non, pour ça, en fait, il y a un programme qui s'appelle HackerOne qui permet du coup, en fait, aux gens qui travaillent dans la sécurité de faire remonter des patchs, d'être rétribués. La rétribution, ça peut être un remerciement, mais aussi des sous, directement donnés par la fondation, qui pourront être rétribués du coup pour leur participation à la sécurité. Et du coup, tout ça est confidentiel. Donc c'est les mêmes personnes qui font Mission Control et Security Team. Il y a très peu de personnes parce que c'est complètement critique en fait. Voilà comme aspect. Ensuite on a les Components Maintainers, donc c'est les mainteneurs de composants. Et ça en fait je vais en parler un petit peu après, mais WordPress du coup c'est quand même quelque chose d'assez gros, le CMS. Et du coup pour simplifier la contribution, il a été divisé en une trentaine, plutôt une quarantaine de composants. Donc vous allez avoir le composant utilisateur, le composant login,
Le composant gestion du tableau de bord, le composant éditeur de texte, etc. Et du coup, ça, c'est des gens en fait qui vont être responsables d'une petite partie WordPress, et ils vont être responsables, ils vont même pas avoir forcément un accès commit, c'est-à-dire ils ne vont pas forcément intégrer du code, mais ils pourront vérifier que dans leurs composants, les tickets, les correctifs qui sont demandés sont bien traités en temps voulu, etc., etc. C'est de l'organisation en fait, hein, plus qu'autre chose. Et la dernière strate, et finalement la plus intéressante, et c'est celle que j'essaye de valoriser aujourd'hui ici, c'est les core contributors. C'est là donc on a plusieurs centaines de personnes qui un jour ont proposé du code dans WordPress, code qui a été intégré ensuite par les core committers. D'accord? Donc là c'est quelques centaines de personnes. Ça dépasse le millier, hein, mais c'est pas non plus énorme en fait à l'échelle mondiale pour un logiciel qui propulse 30% du web. Ok, du coup, quelques grands principes en fait philosophiques, on va dire, de WordPress. Il y en avait 8, mais j'ai dû en enlever parce que sinon Romain pourra jamais faire sa conf, son atelier après moi. D'abord, c'est Design for the Majority. En fait, l'idée, c'est qui sous-tend WordPress depuis le début, c'est que même si c'est des développeurs, des designers, des gens dont c'est le métier en fait, qui envoient du code dans WordPress, l'objectif de WordPress, ça a toujours été en fait d'être accessible à tous. Et ça, c'est important en fait de le mettre en point numéro 1. C'est pour ça que c'est en point numéro 1 si vous allez dans les sections About du site WordPress.org. Ben pourquoi? Parce que, attention, toi tu es développeur, mais tu construis quelque chose pour une majorité de personnes. Decision not option, c'est quelque chose qui est compliqué à expliquer en français. Enfin, en tout cas, j'ai galéré un peu à trouver les termes. Mais en gros, c'est très important au niveau des développeurs, parce qu'un développeur, il va avoir tendance à vouloir mettre plein d'options pour que les gens puissent configurer, et puis gérer en fait la technique, tu sais de quoi je parle, toi, hein. Et gérer la technique derrière en fait, pour que du coup ben, ça fonctionne bien, quand on coche cette option, ça fait bien ça, etc. Le problème c'est que si on met plein de paramétrages, plein d'options en fait en back-office, ben, les gens finalement ils vont devoir se renseigner sur chaque option, chaque option, chaque option. Alors qu'en fait la philosophie qui sous-tend WordPress, c'est de dire il faut faire, mettre juste ce qu'il faut pour que la personne puisse prendre une décision. Dire qu'elle comprenne en fait de quoi il est question et qu'elle puisse décider oui je le veux, non je le veux pas. En fait c'est vraiment quelque chose en fait, de très important ergonomiquement quelque part. J'ai rajouté le petit keep it simple stupide parce que du coup c'est important que WordPress soit simple et finalement assez bêta. On propose à une personne de prendre une décision, elle prend sa décision. Terminé. The Bill of Rights, c'est en fait la charte des droits de WordPress. Et tout simplement, c'est les libertés fondamentales du logiciel libre, qui sont la liberté d'exécuter le code, donc de faire tourner WordPress où on veut, d'étudier le code, accéder donc à tout ce code source, finalement, code source qui n'est pas minifié dans ses versions de développement, qui n'est pas obfusqué, on peut accéder à tout. C'est de modifier ce code et c'est de le redistribuer sous licence GPL, donc toujours. Ça c'est important, c'est-à-dire que WordPress est en licence GPL, donc tout le code que vous allez produire, même si c'est du sur-mesure, que vous allez revendre à un client, etc., ça sera du GPL aussi. C'est-à-dire que le code il est libre aussi. D'accord? Le GPL s'applique à toute création qui est faite par après. Ça ne vous empêche pas de le vendre, mais en tout cas la personne qui va vous l'acheter pourra le redistribuer. Et un thème premium, par exemple, ou une extension premium, peut tout à fait être redistribué, hein, c'est pas illégal de le faire. Ce que vendent les thèmes premium et les extensions premium, c'est du support. Bon, ça j'imagine que vous le savez. Pour donner quelques mots sur les composants WordPress, en fait j'en ai déjà parlé, donc je ne vais pas vous les lister, hein, ça sert à rien, je perdrai trop de temps pour rien. Mais en gros, on a une quarantaine de composants, et du coup, dans chaque composant, on va avoir entre 2 et 10 personnes qui vont s'en occuper. S'en occuper, ça veut dire juste en fait organiser la contribution de chacun, dire attention, ça par exemple, ta proposition de patch, elle est cool, mais on l'a déjà fait avant et ça n'a pas marché. Du coup, en gros, c'est les personnes qui ont un historique de chaque composant. Au niveau des releases, et ça c'est un truc important parce qu'en fait, je ne suis pas sûr que tout le monde sache exactement comment ça fonctionne WordPress au niveau du versionning, des versions de WordPress et des releases. D'abord, mais ça vous le savez tous, on a les releases majeures et les releases mineures. Et au niveau des releases majeures, en fait, on va avoir un truc qui est important, c'est que 4.9 et 5.0 qui va bientôt arriver sont toutes les deux des releases majeures de même niveau. Oui, WordPress 5 c'est joli comme terme, mais en fait c'est une release majeure comme 4.9 l'était. D'accord? Et c'est pour ça qu'en fait on ne peut pas dire, et sur vos blogs, etc., ne dites pas WordPress 5 quand il va sortir, c'est WordPress 5.0. Ensuite il y aura 5.1. Et ça sera de la même valeur en fait finalement. C'est juste que le chiffre 5.0 il est joli, il plaît beaucoup à Matt, donc il a insisté, mettez Gutenberg dedans, s'il vous plaît, je dois pouvoir le présenter au WordCamp US. Voilà, mais c'est tout en fait. Il n'y a pas eu de 4.10, ça a failli d'ailleurs, mais bon ça c'est une anecdote que je ne peux pas raconter ici parce que c'est trop long à expliquer, donc si vous voulez en parler autour d'une bière plus tard, ça sera avec plaisir.
Donc il n'y a pas de 4.10, hein, on passe toujours de 4.9 à 5.0, ensuite 5.9 ça passera à 6.0 et ainsi de suite, ça c'est la convention de nommage, d'accord? On n'est pas en SEMVer, parce que du coup il y a une autre type de classification qui est de dire que le premier chiffre c'est la version majeure, le deuxième chiffre c'est la version mineure, donc 4.9, le 9 c'est la version mineure, et ensuite le troisième chiffre éventuel c'est des patchs. Ça c'est ce que fait je crois Drupal, ou en tout cas pas mal de CMS. WordPress ne fonctionne pas comme ça, il fonctionne en majeur, 4.9 c'est une majeure, et ensuite le 4.9.5, derrière ça c'est la mineure. Une fonctionnalité majeure, une release majeure, ça peut être pour introduire des nouvelles fonctionnalités si possible, parce qu'en termes de communication c'est toujours intéressant que le CMS évolue, avec 5.0 il y a Gutenberg, vous le savez tous, mais c'est aussi pour introduire de nouveaux fichiers. Et ça j'allais en parler après, mais je vais dire maintenant. Dans une release mineure, en fait, la différence, c'est qu'il y a une contrainte d'infrastructure. En fait, au niveau de WordPress.org, il faut se rappeler que le machin, il va upgrader du coup des WordPress sur 30% du web, de façon automatique pour tous les WordPress qui ont coché l'option automatique. Et ce truc-là, c'est une sacrée infrastructure derrière qui tourne. Vous pouvez imaginer les dizaines de milliers de sites qui sont upgradés en quelques minutes. Donc du coup, ce que j'allais dire, c'est que s'il y a des nouveaux fichiers dans une mineure, ça foire. Et c'est ce qui est arrivé d'ailleurs assez récemment. Donc du coup, ne pas mettre de nouveaux fichiers, donc nouveau fichier égale release majeure. Tout ça pourquoi? Pour dire que les majeurs arrivent normalement 3 fois par an, parce que ça a été considéré au bout de 15 ans du coup comme étant le bon tempo. Effectivement, les gens ils aiment déjà voir de la nouveauté. Ça c'est tout simplement de la communication. Et puis en même temps, il faut que ça bouge, etc. Mais pas trop. Si ça bouge trop, les gens vont dire non mais il y a tout le temps des mises à jour, c'est intenable WordPress, etc., etc. Ensuite, on a les releases mineures, donc c'est le troisième chiffre du coup, 4.9.5, 4.9.6, 4.0.2, etc. C'est des versions mineures. On a deux types de versions mineures, c'est les versions de maintenance, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont se contenter de corriger des choses. C'est pas forcément des versions urgentes, elles sont planifiées sur un mois à peu près. Enfin, en règle générale, même si c'est tout le temps un mois, elles sont planifiées sur un mois, et ça va permettre de corriger les petits bugs que les gens ont remontés, etc. Et puis mettre des petites améliorations. Des petites améliorations d'accessibilité, de performance, etc. etc. Et c'est vraiment l'idée, c'est d'aller faire des choses qui peuvent rien casser. Mais par contre, d'essayer de faire évoluer quand même un minimum le CMS. On va voir les releases mineures de sécurité. Et les releases mineures de sécurité, elles peuvent arriver, et ça vous le savez peut-être, à tout moment. Quand, en fait, sur HackerOne, le programme en fait, dont je parlais tout à l'heure, qui permet en fait aux gens qui sont experts de sécurité de faire remonter des failles de sécurité, dès qu'il y a une faille qui est considérée comme suffisamment critique, et que cette faille est patchée, une release majeure arrive, une release de sécurité, et du coup est déployée directement sur tous les WordPress qui vont. C'est pris en charge directement par l'équipe de sécurité, c'est-à-dire que même les leads de la release mineure à venir, de la release à venir, ne savent pas ce qui va se passer. On le sait au dernier moment, et on a eu 3 mises à jour de sécurité du coup sur WordPress 4.9.5. Et ces mises à jour, en fait, le contenu des mises à jour nous a été communiqué quelques heures avant pour qu'on puisse l'intégrer dans le blog et communiquer autour de ça. Mais voilà, c'est quelque chose du coup qui est quand même assez confidentiel, enfin très très confidentiel, sur lequel on s'engage bien sûr à ne pas communiquer, et ainsi de suite. Et puis je suis loin de mon ordi, je me rapproche. J'ai rien oublié, non c'est bon. Alors le processus de release, je continue un petit peu avec ça parce que vraiment je pense que c'est des trucs intéressants à avoir en tête parce qu'on ne le sait pas forcément. Le processus de release en résumé, il va se faire en 9 étapes, ça c'est moi qui ai décidé du nombre d'étapes, hein, mais voilà. Première étape du coup c'est une décision sur les fonctionnalités qu'on va implémenter. Qu'est-ce qu'on va faire finalement, pourquoi on sort une mise à jour. Typiquement en fait on va avoir, et là c'est quelque chose qui va être en cours, qui va arriver du coup, qui était prévu pour avril, mais finalement ça a pris plus de temps mais qui va sortir plutôt en mai, le merge proposal de Gutenberg. En fait Gutenberg a été développé en Features as Plugin. Et c'est aujourd'hui comme ça qu'en fait les grosses nouvelles fonctionnalités de WordPress sont développées, c'est-à-dire que c'est développé sous la forme de plugin, et ensuite c'est mergé dans le noyau, dans le cœur WordPress. Et ce merge proposal, en fait, du coup, ça va être l'occasion en fait, de voir ce que ça donne une fois que c'est vraiment intégré dans le corps, et pas sous la forme d'un plugin, d'une extension. Putain, je suis responsable de la traduction et je dis plugin. D'une extension. Et voilà. Donc Gutenberg va faire l'objet d'un merge proposal. La GDPR ne va pas faire l'objet d'un merge proposal, ça aurait dû être le cas de GDPR, la RGPD en tout cas. Ça va sortir dans la prochaine mineure, 4.9.6 qui arrive là. Pourquoi? Parce que le timing est short, il faut qu'à la fin du mois tout soit OK. Et pourquoi aussi? C'est que, vous vous souvenez le truc, il n'y a pas de nouveaux fichiers dans une nouvelle version mineure. C'est ce qui posait problème dans la GDPR, c'est qu'il fallait des nouveaux fichiers. Et en fait, ils ont réussi à se débrouiller
en bidouillant un peu, en récupérant l'onglet outils, donc tools, qui est dans votre back-office, pour y mettre tous les écrans de gestion de la GDPR. Donc ils n'ont pas eu à créer de nouveaux fichiers, mais bon, c'était un peu limite quand même. Voilà, et du coup, avant, il y avait plein de choses, l'API REST a été développée sous la forme d'un plugin, etc. Ensuite, il y a la désignation des leads. Désignation des leads, en fait, c'est pas vraiment une désignation, c'est bon, bah, qui veut être lead? Et puis voilà, tu lèves la main. C'est pas plus compliqué que ça. Pour WordPress 5.0, c'est un peu plus compliqué, parce que c'est un gros jalon avec Gutenberg. Donc on a la Mimat qui va se ramener et puis qui va faire bon, bah, je veux bien être lead. Mais habituellement, c'est des gens comme vous et moi, en fait. Et c'est vraiment vrai. Ensuite, du coup, troisième étape, c'est le triage et les bug scrub. C'est le moment en fait où on va faire le tri de tous les tickets, toutes les choses qu'on peut améliorer, tous les correctifs qui ont été proposés, et dire ben ça devrait pouvoir être fixé, être corrigé. Du coup, on peut le rentrer dans cette release. Et ça, ben c'est un peu short, c'est un peu casse-gueule. On ne sait pas tout à fait comment ça va fonctionner. Enfin, si ça va bien marcher avec les installs anciennes. Du coup, on bascule sur la release suivante. C'est le moment où on fait le tri en fait, tout simplement. Ensuite, on a les dev chats, donc ça c'est des réunions hebdomadaires, et j'espère que vous allez, qu'une bonne partie d'entre vous va s'inscrire sur le Slack du core WordPress, donc c'est sur make.wordpress.org, et de temps en temps venir participer. Participer, c'est quoi? C'est déjà juste lire ce qui se passe, comment les gens interagissent, et qu'est-ce qu'ils racontent en fait finalement. Et ces dev chats, en fait, c'est tout simplement des points hebdomadaires, tous les mercredis soirs pour nous, à Paris, à 21h ou 22h, ça dépend à l'heure d'été, heure d'hiver. Et c'est un point d'avancement et un retour sur qu'est-ce qui a été fait, où est-ce qu'on en est, et comment on fonctionne. Je vous recommande au moins une fois y participer. Si ça vous saoule, du coup vous ne reviendrez pas, tant pis. Mais au moins une fois y participer, parce que en fait, pour votre culture de professionnel de WordPress, c'est un truc hyper important de savoir comment ça fonctionne derrière, en fait. Qu'est-ce qui se passe, comment les gens ils interagissent. Ensuite, du coup, les core committers, donc les gens qui ont le droit de mettre du code dans WordPress, vont committer du coup tous les correctifs qui ont été triés pour la release. Et puis ils vont mettre en place des tests unitaires, parce que WordPress est quand même un CMS un petit peu moderne, en tout cas on en essaye, et du coup il y a des tests unitaires, en gros ça va être des routines qui vont tester en PHP et en JS, du côté PHP, du côté JS, que les différents correctifs ne cassent pas tout le bazar. Donc à chaque commit, on va avoir des tests unitaires qui vont tourner sur toutes les versions de PHP de 5.2 à 7.2, donc voilà, il y a quand même un sacré support derrière, ça rigole pas, et qui vont dire ça pète tout ou non c'est ok. Ensuite, il y a de la communication, et la communication, pendant un moment, c'était quelque chose qui posait problème dans l'open source en général, parce que du coup, c'était un peu boîte noire, c'est les gens qui s'organisent un peu comme ils veulent, etc. On ne sait pas ce qui se passe, et WordPress essaie de communiquer en fait de plus en plus. Et c'est finalement quelque chose d'assez important. Tout se passe sur le blog MakeCore, donc make.wordpress.org/core, et là-dessus, en fait, vous aurez le contenu, le compte-rendu de tous les dev chats, etc., etc., et c'est très, très important. En tant que professionnel de WordPress, de chaque semaine, 3 minutes pour lire un petit peu le résumé de ce qui s'est passé. Enfin, moi je vous le conseille en tout cas. Le planning du coup va être communiqué. Si vous faites de la maintenance et que vous mettez à jour des sites pour des clients, pour vous-même, etc., c'est toujours intéressant de jeter un petit œil, une fois toutes les 2 semaines ou tous les mois, au planning des prochaines releases à venir. Comme ça vous savez finalement quand est-ce que les choses vont sortir, et c'est pas au dernier moment, ah il y a une mise à jour WordPress, mais moi j'allais partir en vacances là. Enfin bref, voilà. Ensuite, du coup, une fois que tout ça s'est passé, il y a la phase bêta, où du coup, il y a des builds de WordPress, des constructions de WordPress, du package, en fait, du point zip qui vont être construits, et on va dire aux gens, allez-y tester. On a fait les tests unitaires, automatiques, etc. Maintenant, testez vraiment ce que ça a dans le build. Il va y avoir une petite phase d'une semaine, 2 semaines. Il peut y avoir autant de bêta qu'on veut, d'ailleurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dans mon cas, il n'y en a eu qu'une, parce que tout était parfait. Trop pas, mais... du coup, il peut y en avoir 1, 2, 3, et là c'est des tests fonctionnels, c'est allez les gens, maintenant vous allez tester si vous voulez, etc. etc. Et puis bon, il n'y a qu'une dizaine de personnes qui testent aujourd'hui, dans le monde entier, pour 30% du web. Ça fait aussi partie de l'objet de cette conférence, de vous dire, téléchargez le zip et faites juste un petit truc, de ce que j'ai regardé c'est ok. Franchement, ne serait-ce que ça en fait, ça prend finalement pas tant de temps, une après-midi où on s'embête un peu, ou un vendredi après où on n'a pas envie de bosser, on va tester la prochaine bêta. Franchement, ça ne vous coûtera pas énorme, et puis c'est toujours une expérience intéressante de tester quelque chose qui n'est pas encore sorti, à mon avis. Ensuite, on a les releases candidates, elles sont destinées à des tests finaux, parce que le truc est censé être prêt, on peut le déployer normalement, mais comme ça va être déployé automatiquement dans 30% du web, on fait quand même encore quelques petits tests. Et puis enfin, du coup, il y a la release, avec l'intégration des patchs de sécurité
du coup, qui est faite au dernier moment pour que personne puisse profiter de ces failles hein, avant la mise à jour, avant qu'elle soit publique. Ça, c'est très important. Lancement des auto-updates, et alors ça, c'est quelque chose qui est un petit peu confidentiel. On n'y a pas accès directement à ces chiffres, en fait, des auto-updates, mais pour vous donner, en fait, juste un ordre d'idée, c'était vraiment génial, en fait, à suivre, parce que, finalement, on était à 30 000 mises à jour automatiques par minute. Et ça, pendant 6 heures. Vous imaginez la quantité de personnes, et puis vous vous dites, mais s'il y a un truc qui pète, je vais me faire tuer par tout le monde. Enfin, voilà, c'est assez impressionnant. Un petit mot sur cette expérience de lead, en fait. Franchement, je ne suis pas un très très bon développeur. Je ne suis même plus développeur du tout dans mon agence. En fait, il n'y a pas besoin d'être un core committer, donc de pouvoir intégrer du code dans WordPress. Il n'y a besoin de pas grand-chose, en fait, juste de se sentir impliqué. Et en fait, de participer au dev chat, de comprendre un petit peu comment fonctionne l'écosystème, etc. et de manifester un intérêt. En fait, c'est comme ça que ça fonctionne, c'est pas plus compliqué. Bien sûr, il faut connaître les tickets de la release précédente, donc s'être impliqué un peu dans les dev chats les mois précédents, on va dire, les 2-3 derniers mois. Alors, pendant un mois, si vous êtes lead, vous allez devoir donner 10 heures de temps par semaine à peu près pour conduire un petit peu la gestion de projet, etc. C'est un peu de temps, mais franchement, par rapport à l'expérience, c'est pas très grave, et puis ça se négocie avec son boss hein, aussi. Il faut savoir par contre que c'est de 21h à 3h du matin, parce que WordPress fonctionne sur l'heure du Pacifique, enfin Amérique du Nord Pacifique, et pas sur l'heure Paris. Hein. C'est trop facile. Lire et l'écrire l'anglais, franchement je suis nul en anglais, donc je progresse beaucoup là ces derniers temps, mais je suis pas très bon en anglais, et du coup, en fait ce qu'il faut c'est savoir être efficace, comme toujours hein, avec l'anglais. Pourquoi contribuer au cœur WordPress? Juste pour vous raconter un petit peu ma life, rapidement, parce que je pense que ça peut avoir l'intérêt, parce que plein de personnes d'entre vous, il reste 1 minute. Sérieux? S'il y a des questions en plus. C'est la merde. Du coup, je raconte pas ma life, je vous laisserai regarder mes slides après. Ils viendront te voir pour que tu racontes. Ce qui est intéressant, c'est que le cheminement est logique. Il y a un principe en fait qui est intéressant, c'est le give back. Dans l'open source, en fait, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est que du coup, on a pris pendant tout un temps en profitant de l'open source. Et l'idée, c'est de pouvoir rendre un petit peu. On ne pourra pas rendre autant qu'on en a profité, mais d'en rendre un petit peu. Et du coup, ce que ça apporte, parce que finalement, c'était ça l'objet, tout ça pour dire ça. Ce que ça apporte, c'est des compétences. Depuis 6 mois, je contribue de façon assez intensive, en tout cas pour quelqu'un qui fait pas ça à 100%, au corps. Et j'ai clairement pris 4 ans d'expérience en agence, enfin dans mon ancienne agence en tout cas. Et ça, c'est un truc de fou. C'est-à-dire que je suis 10 fois meilleur développeur alors que j'étais pas très bon et que je suis toujours pas très bon. En tout cas, le gap a été vraiment phénoménal. Ça a apporté énormément de compétences. Au niveau de l'organisation, au lieu de bosser avec une équipe comme on bosse d'habitude, etc., on bosse là avec des gens qui sont dans le monde entier, des Indiens, des Japonais, des Américains, etc., etc. Et ça, c'est très intéressant en termes de culture, en fait, hein, tout simplement, d'expérience. Les props, c'est le petit mot que vous allez avoir si un patch que vous faites, un correctif que vous faites est intégré dans le noyau WordPress. Ce sera props au DRASJB du coup pour moi. Et ça va vous faire apparaître dans les crédits de WordPress. Et en fait, finalement, c'est quelque part la reconnaissance un petit peu mondiale, quelque part, de ce que vous avez fait. Et c'est des grands termes que j'utilise, mais en fait, ils sont vachement intéressants. Quand on pense carrière professionnelle, c'est un vrai jalon. Et du coup, je vous conseille de franchir ce jalon. Des copains dans le monde entier. Une veille technique, et ça c'est hyper important si vous êtes une agence, si vous êtes un freelance, finalement savoir comment fonctionne le cœur WordPress, c'est-à-dire ce que vous utilisez, ça vous fera forcément devenir un meilleur professionnel WordPress. Et savoir mieux vendre les choses. Parce que finalement, voilà, si vous vendez de la maintenance, pouvoir dire à votre client, oui, mais il y aura ça dans la prochaine mise à jour de WordPress, c'est un atout commercial, concurrentiel qui est immense. Et voilà, évidemment, c'est très intéressant. Anticiper le changement, parce que du coup savoir que telle mise à jour, et pouvoir dire à son client que telle mise à jour arrivera dans 2 semaines, en fait pareil, c'est tout bête, mais finalement c'est un intérêt concurrentiel qui est important. Il y a toujours des process qui sont intéressants à récupérer pour soi, notamment les tests unitaires. Je comprenais rien avant aux tests unitaires, je comprends un petit peu mieux, mais pas encore tout dans les tests unitaires, mais c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, parce que en fait ça peut être mis en place dans des projets à soi en fait, finalement. Et puis participer, parce que finalement, et je l'ai fait pendant des années, c'était un petit peu ma slide d'avant, là, sur le cheminement, etc. Pendant des années, j'ai profité finalement de ce qu'on me donnait, mais tout ce que je faisais, c'était suivre finalement le mouvement. C'est-à-dire, j'utilisais ce qu'on me donnait finalement. En contribuant, même en mettant quelques petits patchs, etc., on devient peut-être un petit, mais on devient un acteur. Et du coup, finalement, la vision et la façon de se présenter aussi
commercialement, hein, quelque part, ou à ses collègues, ou à etc., etc., votre positionnement, finalement, va évoluer en vous positionnant comme un acteur de l'écosystème. Et ça, à mon avis, c'est un avantage concurrentiel, ou en tout cas dans une carrière, en tout cas, qui est indéniable. Qu'en contribuer, et je vais terminer là-dessus, parce qu'après, du coup, Romain, sinon, il ne pourra jamais parler. Ouais, j'ai mis une petite photo de Matt, parce qu'elle me fait marrer, c'est mes collègues qui l'ont pris au WordCamp Europe, je pense qu'il était bourré. Oui. Du coup, non, il dit des choses quand même intéressantes, et c'est le principe des 5%. C'est-à-dire que toute organisation en fait, travaillant avec WordPress devrait, si possible, donner 5% de son temps pour give back. Et je pense que c'est très intéressant, et puis j'ai une petite idée, c'est de dire, comme c'est difficile de trouver 5%, etc., peut-être qu'on pourrait déjà le faire en agence, par exemple, pour ceux qui travaillent dans des agences avec des collègues, de dire, ben, une journée par mois, ça fait les 5%, on va bosser, on va regarder le corps, les tickets, etc. Donc sur le track, j'ai pas eu le temps de le présenter, tant pis. On va regarder les tickets, on va regarder ce qui se passe, comment ça évolue, et on essaie de trouver des endroits, absolument trouver un endroit où on peut participer. Juste pour le principe, pour le défi, etc. Ça peut être un jeu, ça peut être très intéressant, et ça va vous faire gagner en compétences, etc. Tout ce que je racontais avant. Et puis, si vous n'êtes pas en agence, que vous êtes freelance, et que c'est compliqué à organiser, etc., ben, peut-être qu'il y a des gens qui seraient intéressés pour le faire collectivement. Je ne sais pas si vous êtes participant au Slack WordPress francophone, mais on pourrait imaginer un contribution day chaque mois, où on se dit, bon, allez les gars, ou les filles d'ailleurs, tout le monde, on se met tous ensemble, on essaie de trouver des tickets, on essaie de contribuer et de faire que pour la prochaine release, on passe de 9 Français dans le cœur WordPress, qui n'est pas énorme, vraiment pas énorme, on passe à 25 Français. Et voilà, moi c'est l'instant bisounours, mais je vous propose de faire ça, et ceux qui sont intéressés peuvent venir me voir, peuvent venir voir tous les autres contributeurs au cœur. Il faut absolument que je dise ça. J'en ai pour 2 secondes. Il n'y aura pas de questions, tant pis, vous viendrez me voir autour d'un verre. Mais je ne vais pas tout détailler. Juste tout ça pour dire que tout le monde peut contribuer au cœur WordPress. Il ne faut pas être un développeur forcément. Un designer, c'est absolument recherché. C'est quelque chose qui est très recherché aujourd'hui. Par contre, du coup, il va falloir apprendre tout le passé historique du design dans WordPress. Et il y a beaucoup de choses à en dire. Mais surtout, les utilisateurs, en fait, sont très recherchés dans le corps. Parce que faire un collectif et intégrer du code dans WordPress, c'est pas forcément uniquement développer ce code. C'est tout simplement remonter un problème. Dire, j'ai vu ça par exemple, et moi, spécialiste du SEO ou de l'accessibilité, je pense que ça pose problème. Et juste le fait de le dire, hein, même sans proposer de solution, si vous proposez une solution, c'est 10 fois meilleur, mais même sans proposer de solution, vous êtes déjà un contributeur au noyau WordPress, vous serez crédité comme un développeur et comme n'importe qui d'autre, en fait, finalement. Donc c'est à la portée de tout le monde. Et ça, c'est vraiment très important. Pour la sécurité, par contre, si la sécurité vous intéresse, rendez-vous sur HackerOne. Vous allez directement sur HackerOne, ça ne se passe pas du tout de façon publique pour des enjeux de sécurité. Voilà, du coup, ensuite, j'allais vous présenter le Track WordPress, qui est un outil de ticket absolument sexy. Pas du tout, voilà, mais j'ai absolument pas le temps de faire ça, et du coup, je vous dis peut-être à bientôt dans le back-office, dans les crédits de la page about.php de votre back-office WordPress. Et puis j'en profite pour mettre la photo de tous les petits contributeurs de WordPress 4.9. On est 9 Français. Alors il n'y a pas tous les francophones, les Suisses, etc. Ils ne sont pas forcément, je suis désolé. En tout cas, j'ai mis tous les Français que j'ai trouvés. Donc bravo. Merci JB.